Diop. Bonsoir Cheikh. Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, un terrible accident au terrain de foot de Khar Yala. 2 enfants sont morts écrasés par des poteaux en béton. Le drame a déclenché la colère des jeunes du quartier qui ont barré la voie publique, vous le verrez. Découverte d'un corps sans vie au large de Soumbédioune, un corps qui était en état de putréfaction très avancé. Le cadavre de cet homme, probablement un migrant selon les témoignages, a été enterré aussitôt au cimetière de Soumbédioune. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la 17e édition de la journée des forces armées. Le chef de l'État, Macky Sall, a magnifié l'engagement sans faille, selon lui, des forces de défense et de sécurité dans la gestion de la pandémie actuelle. En sport, 3e journée des éliminatoires de la CAN 2020. Les Lions presque au complet. 23 joueurs ont participé à la dernière séance d'entraînement. Aujourd'hui, le Sénégal affronte la Guinée-Bissau demain au stade de Lat Dior de Thiès. C'est l'émoi au quartier Khar Yala de Dakar. 2 enfants sont morts écrasés par des poteaux en béton déposés au terrain de foot d'Ibo. Ce drame a déclenché la furie des jeunes du quartier. Les circonstances avec Aminata Maresso et Pape Sango Dembaye. Le drame a eu lieu ici au terrain de Khar Yala. 2 garçons âgés entre 3 et 5 ans ont perdu la vie, tués par un de ces poteaux en béton. Ce joueur, témoin des faits, retrace la terrible scène. Nous sommes venus à l'entraînement vers 7h45. Nous avons fini à 10h. C'est notre centre de formation, Khar Yala FC. Bon, en finissant, nous sommes partis pour que notre président nous fasse du briefing. Tout à coup, on a entendu des cris. Alors que les enfants ils étaient 3, 4. Ils étaient 4 assis ici en train de jouer. Les potes étaient plus... le hauteur était plus long que ça. Bon, nous avons entendu des cris, notre président nous a dit, allez voir ce qui se passe. Quand on est venu jusqu'ici, notre coach nous a rappelé en nous demandant de venir en force. On s'est levé, on est venu. Quand nous sommes venus, on a trouvé les 3 enfants sous les poteaux béton. L'une, les poteaux béton étaient sur le cou, l'autre sur le ventre. L'autre, il est mort sur le coup. Sur le coup. Nous étions 7 entre 10. On ne sait même pas ce qui nous a renforcé de force pour soulever le poteau-béton. Et pourtant, l'alerte avait été donnée depuis hier, au moment où les poteaux étaient déchargés sur les lieux. Ça a commencé depuis hier soir, vers 17h. On est venu ici pour jouer. On a trouvé des conteneurs ici. C'était plus de 20 conteneurs. On les a demandé qu'est-ce que ça a fait ici. Ils ont dit que c'est un projet de je ne sais pas qui. Nous leur avons répondu, vous ne devez pas laisser ces poteaux-béton ici parce que c'est dangereux pour les enfants. Ils ont répondu que c'est la mairie qui leur a donné l'autorisation et le chef de quartier de déposer ça ici. Des poteaux en béton destinés à des installations électriques pour la Médina, les jeunes de Khar Yala disent ne rien comprendre. C'est hier, vers 18h, que ces poteaux ont été déposés sur ce terrain. Quand on a demandé pourquoi, on nous a fait savoir que c'était destiné à la Médina. Mais bon sang, ce terrain n'est pas un dépotoir, c'est un terrain de jeu pour les enfants. Il fallait au moins ériger des barrières tout autour pour leur sécurité. Ces poteaux qui coûtent des milliards, entassés pêle-mêle sur un terrain fréquenté par des enfants, les jeunes de Khar Yala avaient alerté. Ils savaient que le danger était palpable.
Merci Aminata. Découverte macabre également à Diourbel, un corps sans vie découvert dans une mare d'eau. Les faits se sont produits au quartier TP, sous-quartier TP. La police a ouvert une enquête. Une fois de plus, un corps sans vie découvert par des pêcheurs au large de Soumbédioune cet après-midi. Le cadavre s'était tellement décomposé qu'il a fallu l'enterrer d'art au cimetière de Soumbédioune. Certains témoignages laissent penser qu'il s'agirait d'un migrant. Écoutons les témoignages recueillis par Mbissandoy. Vraiment, c'est étonnant et aussi c'est terrible. Très dur même, comme l'a dit le collègue. Il y a ses parents qui sont en train de dire bientôt mon fils va venir, bientôt mon fils va venir. Or qu'ils ne savent pas, c'est ici le destin. Peut-être sa femme ou bien ses enfants, même, ils sont en train d'attendre. Où se trouve mon père, où se trouve mon mari? Tu es un soutien de famille, tu rêves de pouvoir gagner ta vie et passer par l'eau. Et or que c'est un destin. Trop terrible même. Et aussi très jeune encore. C'est un jeune. Et l'immigration clandestine s'est invitée dans la célébration de la journée des forces armées à Saint-Louis, la vieille ville, vous le savez, point de départ des candidats à l'immigration clandestine. Les autorités misent sur la complémentarité et la synergie entre les forces pour démanteler les réseaux de passeurs. Donc de ces frontières, mais il y a aussi une dimension transversale, sachant que la frontière, la protection de la frontière recouvre beaucoup d'aspects liés à la protection de notre économie, liés à la sécurité des populations, liés à la criminalité transfrontalière. Succès que nous avons eu ici, parce qu'il faut rappeler que Saint-Louis est une zone de départ. Et malheureusement, la loi de l'omerta dans certaines zones ne facilite pas d'appréhender à temps ces vendeurs de rêves et de mirages. Mais tous les éléments de succès qu'on a ici relèvent de la complémentarité et des synergies qui se sont dégagées entre toutes les forces. Puisque la base du démantèlement de ces réseaux, c'est le renseignement. Après le renseignement, il faut une mutualisation. Pour dire tout simplement, nous avons pu, en mutualisant les forces de ces différentes catégories de forces, excusez-moi de la redondance, nous ont permis aujourd'hui donc non seulement de les appréhender, d'anticiper, mais également de les appréhender quand ils sont même en haute mer par l'intermédiaire de la mer. Le commandant de la zone militaire numéro 2 et le gouverneur de la région de Saint-Louis en marge de la cérémonie de la célébration de la 17e édition de la journée des forces armées. Les forces de sécurité et de défense ont joué un rôle important dans la lutte contre la Covid-19. Le chef suprême des armées se félicite de cet effort considérable. Le président Macky Sall exhorte les forces armées de multiplier les efforts de vigilance contre les nouvelles menaces. Compte rendu Pape Faraning et Diafaraba. C'est par un hommage aux soldats tombés en service commandé qu'a débuté la cérémonie. Une occasion pour le président de la République devant tous les gradés de magnifier l'apport de l'armée dans la lutte contre la Covid-19. Nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'état d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. Face aux multiples menaces qui guettent notre pays, le président exhorte les forces armées d'être vigilants. Pour lui, cela revêt de nouvelles dynamiques. Parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique, c'est-à-dire terrestre, maritime et aérien, elle est devenue plus diffuse et plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, aux périls environnemental et sanitaire, entre autres. Le chef suprême des armées engage aussi l'armée à lutter efficacement contre les coupes abusives de bois en Casamance pour préserver nos forêts. C'est dans le même état d'esprit
que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois. Voilà pourquoi, au vu des missions toujours plus complexes auxquelles vous êtes appelés, je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des forces armées. Forces armées et protection des frontières, le thème de cette 17e édition. Le président promet d'équiper tous les secteurs. Lors de cette cérémonie, il a baptisé 3 promotions et décoré des blessés de guerre. En présence du président de CSE, Idrissa Seck, sa première apparition publique après sa nomination à côté du chef de l'État. Merci Pape Farah. Autre drame environnemental, celui-ci à Mbao, des milliers de pélagiques ont été retrouvés morts dans un marigot. La cause n'est pas encore identifiée, mais selon les témoignages, un camion vidange aurait déversé des eaux usées dans le marigot. Le directeur de l'environnement s'est déplacé pour s'enquérir de la situation. Baba Dramé avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Nous avons été alertés hier soir par les populations par rapport à une situation de mortalité très élevée de poissons au niveau du marigot de Mbao. Donc nous avons fait le déplacement aujourd'hui avec Urgence Environnement et la division qui s'occupe de tout ce qui est pollution et nuisance pour venir constater la situation et essayer de voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre d'urgence pour pallier à ces situations. Certains nous ont fait savoir qu'il y a possibilité qu'avec le nouveau tuyau qui a été installé ici pour faciliter l'évacuation des eaux du marigot vers la mer, que le poisson ait pu donc accéder au marigot par le canal de ce tuyau. D'autres explications aussi font état de la situation de pollution très élevée au niveau du marigot. Certains également nous ont informé qu'il y a certains camionneurs qui sont dans le secteur de vidange des eaux domestiques qui rejettent là-bas des eaux. Donc tout cela fait que le marigot peut être pollué. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on s'organise avec les populations locales pour assurer une surveillance beaucoup plus rapprochée de ce milieu, que les vidangeurs qui rejettent les eaux usées, qu'on puisse véritablement les surveiller, les décourager. Une affaire à suivre donc. Allons maintenant à Thiès. Les ferrailleurs du Sénégal se disent victimes d'une concurrence déloyale. En rassemblement dans la cité du Rail, ils ont mis sur pied un syndicat national objectif défendre leurs intérêts. Suivons leur porte-parole avec notre équipe à Thiès. On est venu ici pour mettre en place un syndicat pour la revendication de nos intérêts matériels et moraux, disons au niveau de la ferraille. Parce qu'on a vu que au niveau des fabriques, on est trop exploité parce que là, ils sont en train de descendre sur le terrain pour acheter ce qui nous était de droit. Ils veulent nous remplacer au niveau de la collecte de ferraille et on ne l'accepte pas. On est en train de voir avec les autorités compétentes. Surtout que comme on vient d'avoir, disons, un ministère qui nous est délégué, maintenant on voudrait voir les autorités pour vraiment dire nos doléances et leur expliquer que nous sommes des fils du Sénégal et qu'on n'est pas prêt à prendre, disons, les pirogues pour aller immigrer. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est créer des emplois pour que les jeunes puissent en profiter et éviter l'immigration clandestine. L'objectif, c'est essayer que, disons, la ferraille profite à tout le monde et non pas être ferrailleur et être pauvre dans le métier. C'est ça quoi. Et dire aux autres de venir vraiment en masse, fédérer, pour qu'on puisse travailler ensemble quoi. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay marchent vers le siège du ministère de l'enseignement supérieur. Seul moyen de se faire entendre selon ces étudiants. Ils demandent des solutions aux difficultés de logement et de restauration. Babacar Diouf Nongodjaï. Après moult luttes, ils ont démarré ce matin une nouvelle forme de protestation, rallier le ministère de l'enseignement supérieur à pied. Les étudiants de Alioune Diop de Bombay ne comptent plus attendre des autorités qui, selon eux, ont montré du mépris
à leur égard. Oui, depuis lors, nous avons fait des sorties sur la nationale, des sittings. Nous avons décrété un mot d'ordre de GST de pratiquement 1 mois. Jusqu'à ce moment, c'était un mot d'ordre illimité. Et depuis lors, quand même, nous n'avons pas eu satisfaction. Et dans toutes les formes de lutte que nous avons menées, nous avons daigné ne pas toucher à la pédagogie. Là, nous avons observé 96 heures de grève renouvelable et nous comptons nous rendre à pied en marche vers les locaux du ministère de l'Enseignement. Ces étudiants ne comptent pas fléchir, ils iront jusqu'au bout pour se faire entendre. Nous sommes déterminés pour cette cause et si vous voyez bien, vous avez vu que la communauté est en train de suivre. Nous allons donner tout ce que nous avons pour rejoindre les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous l'avons précisé aussi sur notre communiqué. Nous sommes prêts et déterminés pour cette cause. Et nous mènerons toutes les formes d'activité ou toute forme de décision nécessaire pour satisfaire ces revendications. La coordination des étudiants de l'Université de Bombay, il faut le rappeler, demande l'achèvement des travaux de construction du restaurant de 500 places, la construction de nouveaux pavillons pour les loger et l'ouverture du master pour les étudiants en développement durable, entre autres revendications. Et aux dernières nouvelles, Babacar, vous nous apprenez que ces étudiants ont été stoppés net à Khombole par des gendarmes. Alors maintenant, dans le nord, les postes de santé de Matam sont bien approvisionnés en médicaments. Le responsable de la pharmacie régionale d'approvisionnement dément les infirmiers de la région. Le personnel de santé avait signalé ce week-end une rupture de médicaments dans les postes de santé. Eh bien, il n'en est rien selon le responsable de la pharmacie régionale que nous écoutons avec Ali Bandeniang. Après la sortie des infirmiers chefs de poste de santé de la région de Matam qui dénoncent une rupture de médicaments tels que le paracétamol, l'amoxicilline ou encore l'alcool, les responsables de la pharmacie régionale d'approvisionnement de Matam montent au créneau. Selon le directeur de la PRA de Matam, tous les dépôts de la région sont bien servis. On ne peut pas parler de rupture dans la région. Comme vous le constatez ici au niveau du magasin de la région, que les produits sont disponibles, surtout les produits cités. On a pu faire les livraisons à l'ensemble des structures de la région, des structures sanitaires de la région. À partir, il y a 2 modèles, la livraison du Djegissina pour les districts et des dépôts-ventes pour les hôpitaux. On a pu faire 2 rotations au niveau de la région ce mois-ci. Et l'ensemble des structures ont reçu leur dotation. Rien que pour le paracétamol, nous pouvons dire qu'on a distribué 2880 boîtes. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. J'ai pas exactement la quantité en tête, mais je crois qu'il y a un stock qui est là déjà, qui est disponible. On a déjà assuré la distribution au niveau de la région. Si ça trouve au niveau de la PERA, il se trouve au niveau des dépôts de district, normalement ça doit se trouver au niveau des postes. Et que peut-être ils ont d'autres visions, mais le produit est disponible. Interpellé sur cette supposée rupture au niveau des postes de santé, le responsable de la PRA de Matam précise que leur mission est juste d'assurer la disponibilité des médicaments au niveau des dépôts et des districts. D'importantes précisions certes, mais la question qui reste bien sans réponse est bien de savoir pourquoi le paracétamol, l'amoxicilline ou encore l'alcool ne se trouveraient plus dans les postes de santé. Merci Ali. Sur le front du coronavirus, la spirale plus ou moins positive continue. La courbe de contamination continue à se tasser. 9 Covid+, ont rapporté aujourd'hui 27 sous traitement. Plusieurs centres de traitement ont été d'ailleurs fermés, comme celui de l'hôpital Idriss Apouy. Nos équipes sont retournées sur place presque un mois après la guérison du dernier malade. Presque un mois après la guérison du dernier malade, le directeur de l'hôpital se rappelle la déferlante de ces 6 derniers mois. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Amadou Ba. C'est ici qu'étaient internés les malades du Covid-19. Plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois. Ce bâtiment était le centre servant à la lutte contre la pandémie. Une bataille pas du tout facile. Au début, c'était très difficile, très stressant. Et c'était une équation. Quand on nous a cooptés, il y a certains même qui disaient que mais attends, vous allez vous suicider parce qu'on a vu des cas en Europe et ça fait des ravages. Je ne sais pas comment vous pouvez accepter d'aller travailler dans ces conditions. Plus de 240 personnes ont été reçues ici, certaines sauvées, mais d'autres non. On avait 29 lits donc d'hospitalisation, c'était 2 niveaux, premier étage et deuxième étage.
Alors, on avait au total hospitalisé 265 patients. Parmi ces 265, je pense qu'il y a 242 qui sont sortis quand même guéris. Et malheureusement, on a eu à perdre quelques 9 patients. Des résultats acquis aujourd'hui grâce aux stratégies de l'État du Sénégal. C'est cette politique-là et vraiment cet engagement de l'État qui a fait qu'on a eu les résultats. Je pense qu'on a aujourd'hui. Et je pense donc qu'il faut vraiment féliciter par rapport à ça, par rapport à ce leadership du chef de l'État, mais aussi du ministre de la Santé, qui ont eu à prendre à bras le corps vraiment ce problème et ont mis à mettre à la disposition des professionnels de santé les moyens qu'il fallait pour faire face. Les portes du centre fermées et le dernier malade a quitté depuis le 15 octobre. Une esquisse de victoire qui donne du baume au cœur. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est soulagé par rapport au travail qui a été abattu jusqu'à ce niveau-là. La tendance baissière constatée ces derniers jours ne doit pas nous bercer jusqu'à baisser les bras. Selon le directeur de l'hôpital, les populations doivent redoubler d'efforts pour venir à bout de cette pandémie. Merci Mamadou. Et oui, adoptons toujours les gestes barrières. Et puis le Conseil sénégalais des femmes booste l'empowerment des filles et jeunes femmes. Une session de formation et renforcement de capacité a été organisée pour les jeunes filles militantes dans les partis politiques. Selon la présidente du COSEF, il faut préparer la relève pour assurer la continuité. Rencontre en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, des jeunes des différents partis politiques du Sénégal, les partis de l'opposition, le parti au pouvoir, coalition, et ensuite les organisations de la société civile ainsi que les membres pour renforcer leur capacité vraiment dans les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons avec elles. Le Conseil sénégalais des femmes qui viennent des régions. Simplement, les filles et les jeunes femmes sont dans une dynamique où il faut les accompagner pour que progressivement qu'il y ait une relève générationnelle. Parce qu'on a constaté qu'elles travaillent beaucoup. Il faut quand même les accompagner dans ce travail-là et que demain, qu'elles puissent aussi être dans ces instances de prise de décision. Quand vous faites le diagnostic des différents partis politiques, le diagnostic des organisations de la société civile et le diagnostic même de la participation au niveau du Sénégal, les filles et les femmes sont très nombreuses, mais il y a une demande très forte pour une capacitation, c'est-à-dire pour les accompagner, qu'elles renforcent leurs compétences pour quand même que demain, quand elles prendront le pouvoir ou bien quand elles seront dans les instances de prise de décision, qu'elles soient renforcées et qu'elles sachent de quoi on parle. Tout autre chose à présent, les bonnes récoltes attendues pourraient nous éviter la récession annoncée. C'est ce qu'affirment les autorités du Sénégal. Mais le secrétaire général du cadre national de concertation des ruraux calme les ardeurs. Selon lui, les paysans ont rencontré beaucoup de difficultés dans la production d'arachides et de mil. Amadou Mokhtar Mbodj plaide pour une hausse du prix officiel de l'arachide. Nous l'écoutons avec Fat Bintou Conté. Qu'on va avoir donc un très bon prix cette année-ci. Et voilà, donc la campagne s'est très bien passée, malgré donc les problèmes d'inondation que nous avons connus au niveau donc de Korlak et aussi donc de Tamba. Bien qu'aujourd'hui, certainement, on va avoir donc des problèmes par rapport surtout donc à la qualité donc de la production. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été en tournée nationale, comme le CNC le fait donc chaque année, et nous avons donc plusieurs régions. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que donc les arachides ont eu des problèmes. Les milles aussi, donc ça n'a pas donné un bon rendement, ainsi que le maïs. Cette année-ci, ça va certainement dépasser les 210 francs qu'on avait l'habitude de nous proposer. Bon, si on peut aller jusqu'à 250, 300 francs, donc pourquoi pas. Amadou Mokhtar Mbodj, à l'occasion du lancement du festival de films agroalimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire. Le festival va faire le tour de 7 régions du Sénégal en moyen de sensibiliser les paysans sur l'agroécologie. Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Un festival de films pour la souveraineté alimentaire au Sénégal, au moyen de sensibiliser les paysans sur l'agroécologie. Une solution pour nourrir le monde, thème de cette 3e édition. Parce que donc aujourd'hui, le monde a besoin donc
d'une agriculture durable, d'une alimentation durable, d'une alimentation saine, d'une alimentation adéquate. Et là aussi, donc, ce thème, donc, ça nous permet aussi de travailler et surtout donc, de discuter, de sensibiliser, les acteurs. Avec l'agroécologie, la sécurité alimentaire sera améliorée et le modèle agricole plus efficace et plus respectueux de l'environnement. Une réponse face aux effets du changement climatique, face à la réduction des terres arables et face aux difficultés auxquelles les paysans sont confrontés un peu partout dans le monde. Effectivement, la Covid a également exacerbé les effets du climat sur les pratiques agricoles et l'agroécologie est à notre sens une réponse effective à ces problèmes-là. Ce festival de films alimentaires fera le tour de cette localité du Sénégal où des films agroalimentaires seront diffusés. Nous allons donc travailler sur la décentralisation. Nous allons certainement aller vers d'autres régions. Kaolack, il faut le dire, Bignona, Saint-Louis, Podor, mais aussi Mekhe. Et nous allons produire des films là-bas avec certainement après des débats de très haut niveau. Et ces films vont parler certainement de l'agroécologie, mais aussi de l'alimentation en général. Une manière de repenser notre système agroalimentaire, une manière de repenser notre système de culture à travers une sensibilisation dans le monde rural. Merci Fat Bintou. Et puis sur l'international, les hommages se multiplient suite au décès de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. L'ex-chef d'État a dirigé le pays de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État. Il est décédé à l'âge de 72 ans en Turquie. ATT, un humaniste amoureux du Sénégal. Ibou Diouf, Amadouba. Beaucoup de ses amis et proches savaient ses rapports avec le président Amadou Toumani Touré. Le défunt chef de l'État malien était son ami, en attestent ses nombreux appels en guise de condoléances. ATT avait de fortes convictions. D'abord que le pouvoir n'était nullement un enjeu s'il ne servait pas à résoudre les problèmes des populations. Et c'est pourquoi quand il est arrivé au pouvoir entre 2002 et 2007 d'abord, et 2007 et 2012 ensuite, il a expérimenté ce qu'on a appelé au Mali le consensus politique. Amadou Toumani Touré, le général président de la ville de El Hadji Hamidou Kassé, il a marqué de son empreinte la politique malienne, mais également africaine. Rencontré également un humaniste. Quand il a quitté le pouvoir, il s'est investi de toutes ses forces, de toute son énergie, avec beaucoup de générosité dans la cause des enfants. Et pour le droit des enfants, et pour l'accès des enfants à l'école, l'accès des enfants aux soins de santé, mais également pour l'épanouissement de ces enfants dans des cadres beaucoup plus appropriés. L'ancien conseiller parle de son ami, un homme d'État doublé d'un humaniste. Ce que je retiens du président ATT, c'est que c'était aussi un démocrate convaincu, radical. Jamais il y a eu de prisonnier politique sous son magistère, jamais il y a eu un journaliste inquiété pour ses opinions sous son magistère, et Dieu sait que la presse malienne et l'opposition malienne ne sont pas du tout tendres avec le pouvoir. Amadou Toumani Touré, un ancien président de la République du Mali, il est né le 4 novembre 1948. ATT avait un parcours atypique de l'enseignant au commandement des commandos parachutistes à la présidence du Mali, puis à l'exil. Il est rappelé à Dieu le 10 novembre en Turquie. Merci Ebou. Et puis un mot de sport. La Guinée-Bissau, l'adversaire du Sénégal à la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2020, s'est entraîné au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe nationale du Sénégal, la tanière, a effectué sa dernière séance d'entraînement aujourd'hui. Presque au complet, 23 joueurs ont participé à la séance. Et puis Maître Augustin Senghor continue de laisser durer le suspense sur sa possible candidature à la présidence de la CAF. Le round-up de l'Actu Sport avec Daniel Diouf. L'effectif presque au complet, l'équipe nationale de football du Sénégal a effectué sa deuxième séance d'entraînement. Les stars Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, tout comme l'attaquant en forme du moment, Boulaye Dia, qui ont rejoint la tanière lundi soir, y ont pris part. Seul le défenseur de Manchester City, Alpha Djonkou, manque à l'appel.
Sa présence au match Sénégal-Guinée-Bissau de ce mercredi est même très incertaine. La Guinée-Bissau va pour sa part manquer de temps de préparation. Les 27 joueurs convoqués sont arrivés à Dakar séparément ce mardi. Ils viennent directement de leurs clubs respectifs et n'auront qu'une séance d'entraînement au stade Lat Dior de Thiès. Toutefois, le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Fernando Texeira, reste ambitieux et déclare, je le cite, « Nous n'accepterons aucune défaite contre le Sénégal ». Fin de citation. Maître Augustin Senghor, son homologue sénégalais, toujours évasif sur sa possible candidature à la présidence de la Confédération africaine de football, il reconnaît simplement des consultations avec plusieurs dirigeants africains sur cette éventualité, tout en rappelant sa position annoncée en juin dernier, celle de ne pas se présenter face à l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, candidat à sa propre succession. Il est en lutte pour l'instant avec 3 autres postulants. Les déclarations de candidature s'arrêtent ce jeudi 12 novembre et l'élection aura lieu en mars 2021. En judo, 29 combattants retenus pour défendre les couleurs du Sénégal à la 4e édition de l'Open de Dakar au Stadium Marius Ndiaye. Les 10 lions et les 19 lions vont en découdre avec des combattants de 18 autres pays de 3 continents. L'Open de Dakar est prévu ce week-end. En lutte, bonne nouvelle pour les arbitres qui étaient sous le coup d'une suspension. Le ministre des Sports, Matarba, a gracié Sitorndour qui était radié et ses 3 collègues suspendus entre 2 et 5 ans. Merci Daniel. Et puis retenez que la première édition du tournoi de jeux d'échecs à Guédiawaye a vécu une manière de vulgariser ce sport cérébral au Sénégal. Le jeu d'échecs important pour stimuler la concentration chez les apprenants. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Le jeu d'échecs en plein essor à Guédiawaye. Les initiés de la localité à ce sport du cerveau, pour la plupart des jeunes élèves, ont eu droit à un tournoi. La première édition du genre pour vulgariser le jeu d'échecs dans le pays. Ce projet donc, a été concrétisé honnêtement, par le soutien financier reçu de la Fédération sénégalaise des échecs. Donc, avec l'appui du président, M. Lamine Cissé, ici présent, que nous remercions de passage. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans le cadre du Chess in Schools Project. Mais ça ne se limite pas seulement à organiser des tournois, non. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les échecs soient vulgarisés partout au Sénégal, mais aussi au niveau international. Donc, puisque c'est une discipline, un sport qui est méconnu des Sénégalais, nous, notre rôle sera de faire de sorte que ça soit propagé un peu partout. D'une utilité sans commune mesure pour les apprenants, le jeu d'échecs compte étendre ses tentacules un peu partout au Sénégal. Cette discipline développe un certain nombre d'aptitudes chez les apprenants, à savoir la logique mathématique, la confiance en soi, la gestion de conflits, et tant d'autres. Ce qui veut dire que celui qui apprend les échecs dès le bas âge risque d'être le plus intelligent de sa génération. Le projet, quand on l'a lancé il y a quelques mois, en réalité a rapidement fait des petits. Et en dehors de Guédiawaye, on a un autre projet porté par l'ONG Djangui qui met en place exactement la même activité, la même méthodologie au niveau des parcelles à Séni. Et on a également développé un autre projet à Thiès avec une autre école privée dans ce cas-là. Et là également, l'initiative se met en place et on souhaite d'ici peut-être 1 à 2 ans pouvoir couvrir l'échelle nationale. Science pour certains, espoir pour d'autres, le jeu d'échecs développe chez les initiés la gymnastique cérébrale, la stratégie, une combinaison qui concerne toutes les circonstances de la vie. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info.